Il pleuvait cet après-midi-là à Lyon, cette pluie douce qui semble gentille au début mais qui trempe votre âme si vous restez dedans assez longtemps. Je me tenais devant l'appartement de mon fils, une valise usée dans une main et un sac plastique de course dans l'autre. Mon manteau était trempé, mes pieds engourdis, mais c'était pas le froid qui faisait le plus mal. C'était ce regard dans ses yeux, le dégoût, la déception. Tu ne restes pas ici, maman, dit-il, sa voix tranchante et définitive. Tu as dit que t'as perdu ton travail, alors de quoi vas-tu vivre maintenant? De mon salaire? De la patience de Nicole? Il n'a même pas attendu une réponse. La porte s'est fermée. Avant que je puisse parler, je m'appelle Colette Marchand et j'ai 70 ans. Jusqu'à la semaine dernière, je travaillais comme gouvernante à demeure pour un juge à la retraite à Annecy-Madame Blanchet. C'était un travail honnête, fatigant mais respectable. Je cuisinais, nettoyais, organisais ses médicaments, lui faisais même la lecture quand sa vue a commencé à baisser. Pendant presque 9 ans, je lui ai tout donné, mais quand elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, mon travail, mon logement et le petit monde que je m'étais construit ont disparu aussi. J'ai appelé mon fils Julien le lendemain. Je n'attendais ni fleurs ni applaudissements, juste quelques nuits dans sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve autre chose. Je l'avais élevé seule après tout. Je l'avais soigné pendant son asthme, travaillé de nuit, à nettoyer des bureaux, sauter des repas pour qu'il puisse manger. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que mon propre enfant me rejetterait comme si je n'étais rien. J'avais appelé avant de venir. Il avait dit que je pouvais passer. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il m'accueillerait avec le ton d'un propriétaire expulsant un squatter. Nicole, sa femme, n'est même pas sortie de la cuisine. Elle savait que j'étais là. Je pouvais l'entendre remuer son café comme le son d'une horloge qui fait tic-tac, attendant que je disparaisse. Nous avons nos propres problèmes, maman, dit Julien alors que je restais figée dans le couloir, l'eau goûtant de mon écharpe. Tu aurais dû mieux prévoir, comme si je n'avais pas planifié toute ma vie autour de lui, comme si je n'avais pas renoncé à chaque rêve que j'avais eu juste pour qu'il puisse poursuivre les siens. Je voulais crier. Je voulais dire, sais-tu pourquoi je ne me suis jamais remariée? Pourquoi je n'ai jamais acheté cette petite boutique de fleurs dans le vieux Lyon dont j'ai toujours rêvé? Parce que je t'ai choisi, Julien. À chaque fois, je t'ai choisi. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai simplement hoché la tête et je me suis détournée, essayant de ne pas lui laisser voir comment mes épaules tremblaient alors que je descendais les escaliers. La rue était calme, excepté la pluie et le crissement lent du gravier mouillé sous mes chaussures. Je me suis assise à l'arrêt de bus, mes mains tremblant tandis que je cherchais dans la poche de mon manteau l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note de l'avocat de Madame Blanchet et une petite clé juste une. Il avait dit de contacter le notaire rue des Célestins, que madame avait arrangé quelque chose avant son décès. J'avais pas encore ouvert l'enveloppe, j'avais été trop submergée par le chagrin et le choc. Mais maintenant, sans nulle part où aller et personne vers qui me tourner, je l'ai ouverte. Et ce fut la première fois que j'ai ressenti la plus infime lueur de chaleur depuis des jours. À Colette, qui fut plus qu'une employée, elle était ma seule vraie famille. Je lui laisse mon appartement rue Vauban et la somme de 2-3 millions d'euros détenus sur mon compte privé. Utilisez-les comme bon vous semble. Vivez bien, ne pardonnez à personne qui vous a traité comme moi. Mon cœur s'est arrêté, j'ai lu les mots 2 fois, puis une troisième fois. La pluie continuait de tomber autour de moi, mais soudainement je me sentais plus si froide. Il pensait que j'étais faible, il pensait que j'avais rien, mais j'avais un secret maintenant, un qui n'attendrait jamais, un qui changerait tout. Alors que je montais dans le bus, tenant toujours la lettre dans mes mains tremblantes, je me suis retournée vers l'immeuble une dernière fois. Julien se tenait à la fenêtre, me regardant, mais il n'avait aucune idée de ce que je portais maintenant dans la poche de mon manteau, pas seulement la clé d'un nouvel appartement, mais la clé d'un règlement de compte. L'appartement rue Vauban n'était rien comme je l'avais imaginé. Niché entre une boulangerie et une librairie fermée, le bâtiment avait du lierre grimpant sur sa vieille façade de pierre et une grille rouillée qui gémissait quand je l'ai poussée. Ça sentait la lavande et la brique mouillée par la pluie, et les planchers du couloir murmuraient sous mes chaussures comme s'ils se souvenaient déjà de moi. Quand j'ai atteint le 2e étage, j'ai fait une pause avant de glisser la clé dans la porte marquée 2B. Je ne savais pas ce que j'allais trouver à l'intérieur, une pièce vide, être quelques meubles poussiéreux. Mais quand la porte s'est ouverte, ce que j'ai vu m'a fait suffoquer. L'appartement était impeccable. Un petit lustre en cristal pendait au-dessus d'une table ronde dressée pour deux, comme si Madame Blanchet m'avait attendu. Un vase de fleurs sauvages séchées était posé près de la fenêtre, face à la rue. Le silence était doux, sûr, comme si quelqu'un avait créé un sanctuaire juste pour moi.
J'ai laissé tomber mes sacs et j'ai laissé la porte se fermer derrière moi. Pour la première fois depuis des années, j'étais pas le fardeau de quelqu'un, j'étais le choix de quelqu'un. J'ai parcouru les pièces, effleurant le papier peint, les rideaux de velours, les photographies encadrées de personnes que je n'avais jamais rencontrées mais auxquelles je me sentais étrangement liée. Il y avait une chaleur dans chaque détail comme si madame avait su que j'en aurais besoin. Sa chambre avait été vidée sauf pour une note placée sur la table de nuit. Recommence Colette. Tu mérites un atterrissage en douceur. Je me suis enfoncée dans le fauteuil en velours près de la fenêtre, bouleversée. Mon fils m'avait jeté comme une assiette cassée, mais cette femme, mon ancienne employeuse, m'avait donné un palais. Elle avait vu ma valeur, mon âme, d'une manière que ma propre famille n'avait jamais eue. Cette trahison me piquait encore plus maintenant, pas seulement parce que Julien m'avait rejetée, mais parce qu'il s'était jamais donné la peine de vraiment me connaître. J'ai passé la nuit dans une incrédulité silencieuse, ne touchant pas grand-chose, regardant simplement les lumières de la ville scintiller à travers les rideaux. J'ai fait du thé dans la petite mais élégante cuisine et je me suis assise pour écrire une liste pas de courses ou de factures comme j'en avais l'habitude, mais de vérité. Des choses que j'avais avalées pendant des années. D'abord, j'ai écrit je ne suis pas un fardeau, puis je n'ai jamais été inutile. Et enfin, la plus difficile, mon fils ne m'aime plus, et ce n'est pas ma faute. Les larmes brouillaient la vue, mais je n'ai pas arrêté d'écrire. Chaque phrase était une brique retirée du mur que j'avais construit autour de mon cœur. Le lendemain matin, j'ai visité le bureau du notaire rue des Célestins pour confirmer l'héritage. Le notaire, monsieur Laval, était un homme petit avec des yeux gentils qui m'a accueilli comme si j'étais de la royauté. Madame Blanchet vous appréciez beaucoup, dit-il en me tendant les papiers. Elle a fait ses arrangements il y a 1 an. Elle disait que vous étiez la seule personne qui écoutait vraiment ces histoires. J'ai signé les documents d'une main tremblante, le poids de tout cela s'installant lentement dans ma poitrine. J'étais maintenant légalement une femme riche, 2-3 millions d'euros. Ça ne semblait même pas réel, je grattais des pièces pour le billet de bus il y a quelques jours. Maintenant, je possédais un appartement, un compte d'épargne et, plus important encore, une seconde chance. Je suis retournée rue Vauban, avec un croissant et un café à la main, m'attendant encore à moitié à me réveiller de ce rêve, mais la réalité continuait de murmurer sa nouvelle vérité. C'était à moi. J'étais libre. Mais la liberté a un son étrange après tant d'années de silence. Je savais pas quoi en faire au début. Je pouvais voyager, oui. Je pouvais acheter la boutique de fleurs dont j'avais toujours rêvé, mais mon cœur était encore lié à quelque chose de plus lourd. La trahison de Julien n'était pas seulement une blessure, c'était une fracture dans tout ce que je croyais sur la maternité. J'avais donné et donné et donné, et il n'avait fait que prendre. J'avais pas seulement perdu mon travail, j'avais perdu ma place dans son monde. Mais si je ne la réclamais pas, et si au lieu de supplier d'être aimé, je construisais une vie qui lui faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de moi, un plan a commencé à se former dans mon esprit, pas par dépit, mais par justice. Je ne le confronterai pas avec colère, je ne supplierai pas pour ses excuses, je laisserai mon silence parler, je laisserai ma nouvelle vie être un miroir, qu'il voit ce qu'il a abandonné quand il m'a jeté dehors, qu'il se demande ce que je suis devenue. Cet après-midi-là, je suis entrée dans une agence immobilière. La jeune femme au bureau a levé les yeux, surprise. « Je peux vous aider, madame ?» a-t-elle demandé, examinant mon manteau modeste et mes vieilles chaussures. J'ai souri doucement. « Oui, ai-je dit, j'aimerais acheter un local commercial. Quelque chose de petit, avec de la lumière, pour des fleurs. » Elle a cligné des yeux, puis hoché la tête. « Bien sûr. Avez-vous un budget en tête ?» Je me suis penchée en avant, rencontrant ses yeux avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Oui, ai-je dit, et je peux payer en totalité. » Plus tard cette nuit-là, alors que j'arrangeais les fleurs sauvages séchées dans un nouveau vase sur le rebord de la fenêtre, mon téléphone a vibré. Un message de Julien, juste une ligne. « Maman, est-ce que je viens de voir ton nom sur une annonce immobilière en centre-ville ?» J'ai regardé l'écran, mes doigts ont plané au-dessus de la réponse, et puis j'ai éteint le téléphone. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres de la rue Vauban comme une invitation silencieuse à recommencer. J'étais assise avec mon thé,
regardant les pigeons se pavaner sur le toit de l'autre côté de la rue, mon téléphone reposait sur la table, à côté de moi toujours éteint, toujours silencieux. Le message de Julien de la veille me hantait, non pas parce qu'il savait où j'étais, mais parce que je ne savais pas ce qu'il voulait, des regrets, de la curiosité, ou s'agissait-il simplement d'argent, encore une fois. Mon cœur tendait vers le pardon, mais mon esprit appuyait comme une mère sévère. Pas encore. À midi, je suis retournée à l'agence et en fin d'après-midi, j'avais acheté un petit commerce charmant juste à côté de la place Bellecour. Euh, C'était autrefois une pâtisserie poussiéreuse avec des carreaux décolorés et une cloche en laiton au-dessus de la porte. L'agent a levé les sourcils quand je lui ai tendu le chèque. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'un avocat examine cela ?» a-t-elle demandé. « Vous pourriez négocier le prix à la baisse. » J'ai souri. « Je ne suis pas ici pour négocier, je suis ici pour fleurir. » Je pouvais déjà le voir. Des caisses en bois de tulipes débordant dans la rue, de la musique douce jouant à l'intérieur, et mon non-fleur de Colette peint en délicate écriture blanche sur la vitre. Plus tard, j'étais assise sur un tabouret bas, frottant les vieux carreaux à la main. À chaque coup, je sentais quelque chose en moi se relâcher. Des décennies à être négligées, à être rejetées comme juste maman était en train d'être lavée. Il s'agissait pas de vengeance, c'était une réclamation. Je ne construisais pas une entreprise, je construisais un soi. Je n'avais plus besoin de l'approbation de Julien, je n'avais plus besoin de celle de personne. Ma force ne vivait plus dans ses bras, mais dans les miens. Je fredonnais doucement en travaillant une chanson que ma mère chantait quand l'électricité était coupée et que nous allumions des bougies autour de la maison. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi épuisée mais légère. J'ai fait couler un bain, versé un verre de vin et pour la première fois depuis des années, je me suis trempée sans culpabilité. Je ne pensais pas à la lessive ou aux listes d'épicerie ou si Julien avait mangé. Je pensais aux pivoines, au bouquet de lavande attaché avec de la ficelle, au dimanche tranquille dans ma boutique, offrant aux clients quelque chose de beau dans un monde souvent si cruel. Quand j'ai vérifié mon téléphone, il y avait 5 appels manqués de Julien et 2 SMS. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nicole dit que c'est une mauvaise image pour la famille si les gens l'apprennent. Ah, c'était donc ça. La vérité habillée de la voix de sa femme, pas d'amour, pas d'inquiétude, l'image, toujours l'image. La seule chose qui ait jamais compté dans leur petit monde parfait de brinches et de meubles assortis. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et éteint la lumière. Le lendemain matin, j'ai visité le marché de la Croix-Rousse et rempli 2 paniers de fleurs fraîches renoncules, marguerite, eucalyptus. Les marchands de fleurs m'ont accueilli comme une vieille amie. L'un d'eux, un homme nommé Armand, a aidé à porter mes sacs et m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour les livraisons à l'avenir. Je commence petit et je dis mais bientôt j'aurai besoin de plus. Il a souri. Vous avez les yeux d'une femme qui est sur le point de surprendre beaucoup de gens. J'ai passé l'après-midi à ranger les fleurs dans des vases dépareillés et à écrire de petites cartes avec des messages simples. Tu es suffisant, tu n'es pas seul, tu es toujours en train de fleurir. Je les ai placés à la fenêtre. Des inconnus s'arrêtaient pour les lire. Une femme a même essuyé ses yeux et est entrée. « Êtes-vous déjà ouverte ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. « Pas encore, mais vous êtes la bienvenue pour rester un moment. » Nous avons partagé du thé et une conversation tranquille jusqu'au crépuscule. C'était le genre de succès le plus doux, pas de chiffres, pas de gros titres, juste une connexion. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal et écrit « Ils ont oublié que j'étais une femme avant d'être une mère, mais pas moi. » Le jour suivant, Julien est apparu. Il n'a pas frappé, il s'est simplement tenu dans l'embrasure de la porte de la boutique pendant que j'arrangeais un bouquet. Son visage était tendu, mâchoire serrée. « Tu le fais vraiment ?» dit-il, regardant autour. « Une boutique de fleurs. Tu l'as achetée. » Je n'ai pas levé les yeux. « Oui. Et une maison. Et la paix. » Il est entré lentement, sa voix basse. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'argent ?» Je l'ai finalement regardé. « Parce que la première fois que je t'ai dit que j'avais perdu quelque chose, tu m'as jeté. » Il a détourné le regard, la honte traversant son visage comme un éclair. « Je pensais que tu étais perdu, » chuchota-t-il. « Inutile. » J'ai placé le dernier lys dans le vase et me suis tournée complètement vers lui. « C'est la différence entre nous, Julien. Tu as vu une perte. J'ai vu un commencement. » Son téléphone a vibré.
Il a lu l'écran et son visage est devenu pâle. « Elle veut te poursuivre en justice, marmonna-t-il. Nicole. Elle pense que cet argent aurait dû nous revenir. » J'ai souri doucement. « Dis-lui d'amener son meilleur avocat. Parce que ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Madame Blanchet m'avait laissé plus que de l'argent. Elle m'avait laissé chaque lettre, chaque confession. Et je n'avais pas peur de les utiliser. La boutique était fermée pour la journée, mais je suis restée tard, triant des boîtes que j'avais pas encore ouvertes. L'odeur de frisia frais persistait dans l'air, et les dernières traces du coucher de soleil saignaient à travers la devanture en verre, peignant la boutique dans une douce lumière orange. J'étais assise en tailleur, sur le sol, la boîte marquée « Privé » à côté de moi. Elle avait été soigneusement scellée et cachée derrière l'armoire dans l'ancienne chambre de Madame Blanchet, découverte seulement après mon emménagement complet rue Vauban. Je n'avais pas osé l'ouvrir juste qu'à ce que Julien mentionne les menaces de Nicole. Maintenant, la curiosité brûlait plus forte que la peur. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des enveloppes, des dizaines, chacune soigneusement étiquetée avec des dates, la plupart d'il y a près d'une décennie. Des lettres que madame avait écrites, mais jamais envoyées. Des lettres écrites à sa fille éloignée, ses anciens collègues, même quelques-unes pour moi. Mais la chose la plus surprenante, il y avait des lettres adressées aux parents de Nicole, professeur Élise Moreau et conseiller Pierre Moreau. Mes mains tremblaient en ouvrant la première. Son écriture était élégante, régulière, les mots acérés, directs. Elle écrivait sur des mensonges, des liaisons, des abus de fonds, public rien de vague, rien de doux. Madame Blanchet avait su des choses et elle avait tout écrit. J'ai lu tard dans la nuit, les yeux grands ouverts, alors que les secrets coulaient des pages comme du vin renversé sur du lin blanc. Elle avait autrefois siégé au comité d'éthique de Lyon et avait soigneusement gardé trace des transactions corrompues. Le nom de Pierre Moreau figurait sur au moins 3 rapports distincts des cas qui avaient mystérieusement disparu. Et la mère de Nicole, elle avait plagié une partie importante de sa thèse de doctorat. La documentation était irréfutable, notes de bas de page, lettres officielles, horodatage. C'était une tempête qui attendait d'être déchaînée. J'ai replacé les lettres dans la boîte avec des mains tremblantes et me suis adossée au comptoir. Maintenant, je comprenais les mots de Madame Blanchet dans son testament. Utilisez-les comme bon vous semble. Ne pardonnez à personne qui vous a traité comme moi. Elle ne m'avait pas seulement donné sa fortune, elle m'avait armée. Et maintenant, le procès de Nicole Saff, un vide d'argent qu'elle n'avait pas gagné, ouvrirait une porte qu'elle regretterait d'avoir jamais frappée. Le lendemain matin, j'étais assise dans un café tranquille près du palais de justice et j'ai appelé Claire Lemoine, une ancienne journaliste qui dirigeait maintenant un petit mais féroce blog d'investigation. Nous nous étions rencontrés une fois durant les derniers mois de madame, quand Claire était venue l'interviewer sur les femmes dans le droit d'après-guerre. Claire, ai-je dit doucement, j'ai une histoire. Et je crois qu'elle va vous intéresser plus que tout ce que vous avez écrit cette année. Quand j'ai décrit les lettres, il y a eu une pause à l'autre bout, suivie d'un presque essoufflé. Quand puis-je les voir? À midi, Claire était assise en face de moi, à l'arrière de ma boutique, ses yeux parcourant les documents avec une incrédulité croissante. C'est de la dynamite, chuchota-t-elle. Vous pourriez faire tomber 2 carrières avec ça. Peu, être plus. J'ai hoché la tête, silencieuse. Elle a levé les yeux. Vous voulez vous venger? J'ai réfléchi un moment. Non, je veux de la clarté. Je veux qu'ils voient qui je suis et qui ils ont toujours été. L'article a été publié la semaine suivante, intitulé « La boîte de la grand-mère, ce qu'ils ont essayé de cacher ». Il a été lu plus de 400 fois au cours des 48 premières heures. Twitter français a explosé. Les gros titres ont émergé à travers Lyon et Paris. Corruption dans la maison Moreau. Le dernier héritage d'un juge expose un scandale. Et à travers tout cela, je n'ai rien dit publiquement. J'ai pas donné d'interview. Je ne suis pas vantée. J'ai simplement arrosé mes violettes, allumé des bougies dans la boutique et souri à chaque femme qui entrait en paraissant un peu perdue. Julien a rappelé, cette fois sa voix n'était pas en colère, elle était brisée. Le père de Nicole, il est sous enquête. Elle menace de me quitter. Ils disent que la maison pourrait être saisie. Comment as-tu pu faire ça? J'ai respiré lentement. Je n'ai pas fait ça, Julien. C'est eux. J'ai juste arrêté de protéger les mauvaises personnes. Silence. Puis un léger clic. Il n'a pas dit au revoir.
Quelques jours plus tard, une enveloppe a glissé sous la fente de la boîte aux lettres de la boutique. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une note griffonnée de l'écriture de Nicole. Tu as toujours voulu être nécessaire. Eh bien, tu as ton attention maintenant. J'espère que ça en valait la peine. Et en dessous, déchirée en 4 morceaux, une photo de Julien et moi. De son jour de remise de diplôme, mon bras autour de lui, les yeux brillants de fierté. J'avais gardé cette photo dans mon portefeuille pendant des années. J'ai jeté les morceaux à la poubelle, sans sourciller. Ce soir-là, alors que je fermais la boutique et éteignais les lumières, un homme en costume attendait de l'autre côté de la rue en train de m'observer. Il ne bougeait pas. Il se tenait juste là, bras croisés, yeux fixés sur moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas fini. Quelqu'un d'autre avait lu les lettres aussi, et tout le monde ne voulait pas que la vérité s'épanouisse. L'homme était toujours là, le lendemain matin. Je l'observais depuis derrière les rideaux en dentelle de la vitrine, le cœur battant lentement avec des battements incertains. Il n'avait pas bougé. Même costume, même posture, un blazer gris charbon, coupe coûteuse. Il n'était pas du genre à traînerie, attendez, il y avait une différence. Le genre de différence que l'on ressent quand une ombre n'est pas juste une ombre, mais une question suspendue dans l'air. J'ai ouvert la boutique quand même. J'ai préparé une théière de camomille et arrangé des hortensias par couleur blanc, lavande, bleu profond, comme une prière pour le calme. Les clients arrivaient au compte-gouttes. Un vieux couple achetant des roses pour leur anniversaire, un adolescent timide cherchant maladroitement un bouquet d'excuses. Je souriais, enroulais les tiges dans du papier, rendais la monnaie, mais derrière chaque sourire, mon esprit murmurait « Il est toujours là-bas ». Juste après midi, la cloche au-dessus de la porte a tinté et il est entré. Grand, épaules larges, début de la cinquantaine. Le genre d'homme qui semblait pouvoir briser le silence simplement en se tenant dans une pièce. Ses yeux avaient la couleur de cendre ancienne et il ne clignotait pas beaucoup. « Madame Marchand ?» a-t-il demandé, voix basse, polie. J'ai hoché la tête lentement. « Oui. » Il n'a pas souri. Il a pris une carte de visite de la poche de son manteau et l'a posée doucement sur le comptoir. Étienne Courval, affaires internes, tribunal de Lyon. Mon estomac s'est noué. Je dois vous parler des documents que vous avez remis à Madame Lemoine, dit-il, regardant brièvement les orchidées près de la caisse. En privé, si possible. J'ai fait un geste vers la petite table, au fond de la boutique. Du thé, ai-je demandé. Il a hoché la tête une fois. S'il vous plaît. Pendant que je versais l'eau, j'essayais de respirer normalement. Mes mains ne tremblaient que légèrement, je n'avais rien à cacher, mais cela ne signifiait pas que je n'avais pas peur. La vérité est rarement douce en France. Elle est tranchante, élégante et parfois habillée en costume comme celui d'Étienne. Il a siroté son thé et l'a posé soigneusement. Nous avons vérifié l'authenticité des lettres. Les notes de Madame Blanchet correspondent à son écriture dans les dossiers officiels. Les allégations sont considérables. Je n'ai rien dit. Il a continué. Le conseiller Moreau a été placé sous examen formel. Le dossier académique du professeur Moreau est en train d'être audité. Il y a maintenant une pression publique, des manifestations, des étudiants qui exigent des démissions. Tout le conseil d'administration de l'université est en panique. Toujours, je n'ai rien dit. J'ai juste regardé, attendant. Il s'est légèrement penché en avant. Nous avons besoin de votre coopération. Il y a d'autres documents, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Peut être. Et les partagerez-vous? C'est alors que je l'ai regardé droit dans les yeux. Cela dépend. Il a incliné la tête. De quoi? J'ai pris une respiration. De savoir si les personnes qui ont protégé les Moreau pendant des années feront également face à des conséquences, ou si tout cela se termine par un gros titre et que rien ne change. Il a légèrement souri. Vous n'avez pas peur, Madame Marchand? J'ai souri en retour. Non, j'ai déjà tout perdu une fois. Il a hoché la tête, comme s'il décidait quelque chose en silence. Alors, nous resterons en contact. Il s'est levé, a rajusté son manteau et est parti. Plus tard cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis restée assise dans l'obscurité avec les lettres étalées sur le sol comme des fantômes de conversations jamais eues. Parmi elles, j'en ai trouvé une que je n'avais pas lue auparavant. L'enveloppe disait simplement « Pour le jour où elle vous trahira ». À l'intérieur, la voix de Madame Blanchet s'est penchée une fois de plus. C'était à propos de Nicole.
comment elles s'étaient rencontrées lors d'un événement caritatif, comment Nicole avait essayé de manipuler la vieille dame pour qu'elle la nomme dans son testament, comment elle avait un jour offert d'aider à gérer les finances de madame. Elle est intelligente, Colette, disait la lettre, mais ne confondez jamais l'intelligence avec la sagesse. Elle ira trop loin. Quand elle le fera, ne bronchez pas. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans une nouvelle enveloppe. J'ai écrit le nom de Nicole sur le devant et l'ai glissé dans la boîte aux lettres le lendemain matin. Je n'ai pas ajouté d'adresse de retour. Elle saurait d'où elle venait. Elle saurait ce que cela signifiait. Le soir suivant, Julien est réapparu, mais cette fois il n'était pas seul. Nicole se tenait à côté de lui, ses yeux plus acérés que je les avais jamais vus, sa mâchoire serrée. Nous devons parler, dit Julien. J'ai regardé entre eux, mon fils et la femme qui avait aidé à nous séparer. J'ai dit alors parler. Nicole a fait un pas en avant. Non, nous sommes venus pour écouter. Et c'est à ce moment que j'ai su que le pouvoir avait changé de camp. Ils ne voulaient plus contrôler l'histoire. Maintenant, ils en avaient peur. La boutique était fermée, mais je les ai laissés entrer. Julien avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes que dans mon souvenir. Ses épaules, autrefois fières, étaient affaissées sous le poids de la honte, ou être de la paniquesse, c'était difficile à dire. Nicole, en revanche, portait son inconfort comme une armure. Cheveux parfaits. Manteau impeccable. Mais ses yeux se déplaçaient trop vite, scrutant la boutique comme si elle pouvait s'effondrer autour d'elle à tout moment. J'ai fait un geste vers les chaises près de la fenêtre. Ils se sont pas assis. J'ai lu la lettre, dit d'abord Nicole, sa voix cassante. Celle que vous m'avez envoyée. Cette femme était délirante, Colette. Âgée, confuse. Vous ne pouvez pas vraiment penser. Elle se souvenait de tout, ai-je coupé calmement. Chaque mot, chaque signature, chaque menace. Et maintenant, moi aussi. Julien a fait un petit pas en avant. Maman, s'il te plaît, nous sommes pas là pour nous battre. Non, j'ai haussé un sourcil. Alors pourquoi êtes-vous là? Pour demander le silence, pour me supplier de ne pas détruire ce qui reste de votre image? Parce que si c'est le cas, vous êtes trop tard. La vérité ne demande plus la permission. La mâchoire de Nicole s'est serrée. Vous pensez que vous êtes meilleur que nous maintenant. Parce que vous avez eu de la chance. Je me suis levée. Je n'ai pas eu de la chance. Je me suis libérée. Il y a une différence. Julien a finalement parlé. Je ne savais pas, à propos de ce qu'elle a fait, ce que ses parents ont fait. Et pourtant, quand j'ai eu besoin de toi, ai-je dit doucement, tu les as choisis. Il a détourné le regard, un éclair de culpabilité a traversé son visage, mais il a disparu trop rapidement pour s'enraciner. Je me suis tournée vers Nicole. Tu t'es mariée dans cette famille et tu as décidé que tu étais la reine. Mais tu ne comprends pas que le sang ne vient pas avec la loyauté. La loyauté se gagne. Et toi, j'ai pointé la porte, tu n'as même jamais essayé. Nicole a pris une respiration, mais je pouvais voir le tremblement dans sa main. Que voulez-vous? C'était ça, la vraie question. Enfin, j'ai marché lentement vers le comptoir et sorti une petite enveloppe couleur crème-le, même papier à lettres, que Madame Blanchet avait utilisée. À l'intérieur se trouvait une copie notariée de son testament. Je l'ai placée sur la table entre nous. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de vengeance. Je veux que vous sachiez exactement à quel point je pourrais vous détruire et je veux que vous viviez avec ça chaque jour. La voix de Julien s'est brisée. Maman, ne fais pas ça. Je n'ai rien fait, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as jeté quand je n'avais rien et maintenant tu es ici parce que j'ai tout. C'est pas de l'amour, Julien. C'est de la stratégie. Les lèvres de Nicole se sont entr'ouvertes, mais elle n'avait pas de mots. J'ai marché vers la porte et l'ai ouverte en grand. Nous avons terminé. Ils m'ont regardé comme s'ils ne comprenaient pas, comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre, mais c'était pas le cas. Je venais juste de me rappeler qui j'étais avant que le monde n'essaie de me rétrécir. Avant que Julien ne parte, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Sa voix était à peine plus élevée qu'un murmure. Tu ne viens pas au récital de Léa demain? Je me suis figée. Ma petite fille, ma douce Léa, joueuse de violoncelle, la seule qui m'ait jamais étreinte sans agenda, je la regardais. Est-ce qu'elle sait que j'ai été invitée? Julien a hésité. Non, dit-il finalement. Nicole ne voulait pas que tu sois là. J'ai hoché la tête lentement. Dis-lui que je serai assise au premier rang quand même. Parce que cette histoire ne concernait plus la vengeance. Il s'agissait de s'assurer que la prochaine fille marchand sache exactement à quel point son nom pouvait être puissant.
La salle de récital du Conservatoire de Lyon sentait le bois poli et le trac. Les parents remplissaient les sièges en velours, murmurant doucement, leurs voix rebondissant sur le plafond courbé comme des oiseaux anxieux. J'étais assise au premier rang, dans une simple robe grise et un châle bleu marine que Madame Blanchet m'avait offert un jour de Noël. Je n'appartenais pas au monde des professeurs et des fonctionnaires mais j'en avais fini de m'excuser pour ma présence. J'étais là pour elle. Le programme mentionnait le nom de Léa comme la 5e performance. 11 ans. Adagio de la suite pour violoncelle Neuberand. J.S. Bach. Mes doigts agrippaient le papier plié comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Autour de moi, des murmures ondulaient. Certains me reconnaissaient de l'article, d'autres de la boutique. Quelques-uns me regardaient juste, ne sachant pas si j'étais une invitée d'honneur ou une intruse. Je les ai tous ignorés. Puis je l'ai vue, Léa. Elle est montée sur scène avec des mouvements lents et prudents, son violoncelle presque aussi grand qu'elle. Ses boucles sombres étaient tirées en une tresse soignée, et elle portait une simple robe crème avec un ruban de velours à la taille. Elle semblait nerveuse les yeux, parcourant la foule, cherchant. Et puis, son regard s'est posé sur moi. Pendant une longue seconde, nous nous sommes juste regardés. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle s'est assise, a placé son violoncelle entre ses genoux et a commencé à jouer. Les premières notes ont rempli la pièce comme du miel cholante, profonde, douloureuse. Le public s'est penché en avant. Quelque chose dans son toucher était différent ce soir, plus émotionnel, plus brut, comme si elle disait quelque chose pour lequel elle n'avait pas les mots. Je l'ai senti dans ma poitrine, serré et montant. Je me suis souvenue de la première fois que je l'avais bercée dans mes bras, la façon dont elle gloussait quand je fredonnais des berceuses en lui donnant des carottes écrasées, les heures que nous avions passées à construire des châteaux de coussins quand Julien et Nicole étaient trop occupés à se disputer dans la pièce d'à côté. Elle avait été mienne de la façon dont les petits-enfants appartiennent parfois à ceux qui les tiennent dans les moments de tristesse silencieuse. Quand elle a terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Mais elle s'est pas inclinée tout de suite. Elle m'a regardée à nouveau et a souri. Plus tard, alors que la foule se dirigeait vers la salle de réception, j'attendais près du mur. Je savais que Nicole ne voudrait pas que je sois près de la table familiale. Je m'en fichais. J'avais vu ce que j'étais venue voir. Et puis, une légère traction sur mon manteau. Grand-mère, sa voix. Je me suis retournée. Léa se tenait là, les joues rouges, son étui de violoncelle se balançant à ses côtés. Je t'ai vu, j'espérais que tu viendrais. Je me suis légèrement agenouillée pour rencontrer ses yeux. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, ma petite fleur. Elle a jeté ses bras autour de moi, me faisant presque perdre l'équilibre. Son étreinte était serrée, urgente. Maman a dit que tu étais occupée avec tes fleurs maintenant. Elle ne voulait pas que j'appelle. J'ai expiré lentement. Alors c'était comme ça que Nicole l'avait présenté. Je ne suis jamais trop occupée pour toi, Léa. Jamais. Elle s'est reculée. Est-ce que je peux venir voir ta boutique? On pourrait faire des bouquets. Tu pourrais m'apprendre. Ma gorge s'est serrée. Oui, n'importe quand. Tous les samedis, si tu veux. Elle a hoché la tête, rayonnante. Je veux amener papa aussi. Peut-être qu'il arrêtera d'être si grincheux. Avant que je puisse répondre, Nicole est apparue. Ses talons claquaient sèchement contre le marbre alors qu'elle approchait, lèvres pincées. Léa, chérie, viens ici. Laisse ta grand-mère profiter de sa soirée. Léa a hésité. Mais je veux rester. Nicole n'a pas élevé la voix, mais son regard en disait assez. Maintenant. Avec un dernier regard, Léa m'a serré la main et a suivi sa mère. Julien est passé près de moi un moment plus tard, me lançant un regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Honte, peut, être ou peur. Il n'a pas parlé, mais je n'avais plus besoin de ces mots. J'avais entendu tout ce dont j'avais besoin dans le violoncelle de ma petite fille. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, une enveloppe blanche reposait sur mon seuil. À l'intérieur se trouvait une lettre, manuscrite, pas de signature. Vous pensez que les lettres étaient tout ce que madame vous a laissé? Détrompez-vous, il y a des cassettes, et elles n'impliquent pas seulement les moraux. Si elles sortent, beaucoup de gens à Lyon voudront vous voir disparaître. Un second morceau de papier était attaché. Retrouvez-moi au parc de la Tête d'Or. Dimanche, midi. Venez seul. J'ai lu la note 3 fois, mes doigts devenant plus froids à chaque lecture.
Les fleurs dans ma fenêtre se balançaient doucement dans la brise. Et pour la première fois, j'ai réalisé, cette histoire n'avait jamais vraiment concerné la famille. Il s'agissait de pouvoir. Dimanche est arrivé enveloppé de nuages gris et de vents vifs. Le parc de la Tête d'Or était calme, les rires habituels des enfants et des joggeurs remplacés par le bruissement des feuilles et les éclaboussures lointaines des canards. Je suis arrivée 15 minutes en avance. Je ne portais pas de maquillage, pas de bijoux, seulement un manteau noir et ma détermination. Les cassettes, si ce que disait la lettre était vrai, alors Madame Blanchet avait laissé plus que des lettres. Elle avait laissé une traînée de dynamité, je me tenais maintenant au milieu. J'ai attendu près de la roseraie, comme l'indiquait la note. La fontaine derrière moi gargouillait doucement. L'odeur de la terre du début du printemps persistait dans l'air. Je gardais mes mains enfouies dans mes poches pour cacher le tremblement. Puis un homme est apparu, pas le même qui avait visité la boutique. Celui-ci était plus jeune, début de la quarantaine. Portait un jonc foncé et une sacoche en cuir usée en bandoulière. Il ressemblait à quelqu'un habitué à être ignoré, à se fondre dans le décor. « Madame Marchand ?» a-t-il demandé sans préambule. J'ai hoché la tête. « Vous avez laissé la note. » Il s'est assis à côté de moi sur le banc, ne me regardant pas, juste contemplant les arbres. Elle m'a dit de vous trouver si quelque chose lui arrivait, m'a donné une clé, m'a dit d'attendre. J'ai attendu, j'ai retenu mon souffle. Et les cassettes, elles existent, dit-il. Des cassettes, des enregistrements de dictaphone. Sa voix, principalement. Elle enregistrait ses réunions, ses appels téléphoniques. Certains des audiences privées, l'une d'elles a le père de Nicole sur bande, offrant de l'argent pour étouffer une enquête. Une autre y s'arrêta, à votre fils. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Que voulez-vous dire? Julien. Il est venu chez madame il y a 2 ans, seul, lui a demandé de réécrire le testament, a dit que la famille de Nicole pourrait lui obtenir une place dans une villa de retraite au bord du lac si elle faisait certains ajustements. Ma poitrine s'est serrée. Elle lui a dit de partir, mais elle n'a pas effacé la cassette. Le silence s'est étiré entre nous comme une lame. Il a finalement sorti de sa sacoche une enveloppe rembourrée. Elle m'a dit de vous donner ceci si les choses devenaient laides. Je pense que nous sommes au-delà de ce point. J'ai accepté le paquet des 2 mains. Elle vous faisait confiance, a-t-il ajouté en se levant. Elle disait que vous étiez la seule personne qu'il avait jamais vue et pas seulement son titre. Sa solitude aussi. J'ai cligné des yeux contre la piqûre dans mes yeux. Elle me voyait aussi. Il a hoché la tête une fois et s'est éloigné, disparaissant dans le brouillard comme s'il n'avait jamais été là. Je suis restée assise longtemps, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. De retour rue Vauban, j'ai verrouillé chaque porte et fermé chaque rideau. J'ai ouvert l'enveloppe, lentement, avec révérence. À l'intérieur se trouvaient 4 cassettes, étiquetées avec des dates et de courts titres. L'une disait « Potvin Moreau », une autre « Visite Julien ». J'ai pas écouté, pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon journal et écrit « Le fils que j'ai élevé n'aurait jamais fait cela, mais l'homme que j'ai créé le pourrait ». Plus tard cette nuit-là, j'ai placé les cassettes dans une petite boîte et les ai rangées dans le coffre-fort derrière la bibliothèque. Je n'avais pas l'intention de les utiliser, mais je n'allais pas les jeter non plus. Pas quand je comprenais, enfin, quel genre de guerre je menais. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte de la boutique de fleurs, tapée « Anonyme. Vous voulez continuer à jouer avec le feu, Colette? Très bien, mais les feux se propagent. Faites attention, ou la fille sera brûlée. » Pas de nom, pas de signature. Mais je savais exactement qui était la fille. Léa. Je suis restée dans la boutique pendant près d'1 heure, regardant la lettre, comme si elle pouvait se réécrire elle-même. Mais les mots ne changeaient pas. Faites attention, ou la fille sera brûlée. Pas Julien, pas Nicole, pas même moi. Il s'en prenait maintenant à Léa. Cette seule ligne était plus dangereuse que toutes les cassettes et toutes les lettres que Madame Blanchet m'avait jamais laissées. Parce que les menaces à ma sécurité, je pouvais les endurer, mais des menaces envers un enfant, ma petite fille, c'était la guerre. La première chose que j'ai faite a été de fermer la boutique, sans excuse. J'ai simplement tourné le panneau ouvert à fermer et verrouillé la porte. J'avais besoin de calme, j'avais besoin de réfléchir, j'ai allumé la bouilloire et me suis assise à la petite table de travail près du fond où des seaux d'eucalyptus et de lisianthus attendaient d'être arrangés. Mais mes mains
ne pouvaient pas bouger. Elles étaient gelées sur mes genoux. J'avais déjà vu ce genre de jeu de pouvoir d'avertissement silencieux caché derrière des sourires polis. C'est ainsi que fonctionnaient des gens comme les parents de Nicole, avec des secrets, avec le silence, avec la peur, mais c'était différent. Maintenant, ils jouaient sale. Ils ne protégeaient pas seulement leur nom, ils me punissaient de l'avoir contesté. J'ai pris le téléphone et appelé Julien, il a répondu à la 3e sonnerie. « Quoi encore ?» a-t-il marmonné, fatigué. « J'ai reçu une menace ce matin, ai-je dit, gardant ma voix basse, concernant Léa. » Silence. « Pardon ?» a-t-il dit sèchement. Une note. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Elle disait que si je continuais à creuser, Léa pourrait être blessée. Plus silence. Je pouvais l'entendre respirer. « Je te jure, maman, je ne l'ai pas envoyé. Nicole non plus. Nous ne ferions jamais. » Je l'ai coupée. « Mais c'est toi qui leur as donné accès à elle. » Sa voix s'est brisée. « Tu penses que je ne regrette pas tout? Ce jour où je t'ai repoussé, il se joue en boucle dans ma tête chaque nuit. Je pensais que je protégeais ma vie. Je ne réalisais pas que je détruisais la tienne. Je n'ai pas répondu. « Je vais prendre Léa, » a-t-il dit soudainement. « Nous irons ailleurs pendant un moment. Je la garderai en sécurité. » Non, ai-je dit fermement. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous ayons peur, dispersés, cachés. Alors que vas-tu faire? Je vais leur rappeler, ai-je dit en me levant, que je ne suis pas une femme qui plie. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai pas dormi. J'ai écrit des lettres ça à mon avocat, à Claire Lemoine, à une amie que j'avais dans le conseil scolaire. J'ai contacté la police pour signaler la menace et demander une patrouille près de l'école de Léa. Je ne lui ai pas encore dit, je voulais que sa vie reste intacte, sans fardeau. Et puis, je me suis adressée à la presse. 2 jours plus tard, je me tenais sur les marches devant le conservatoire, tenant une petite conférence de presse aux côtés de Claire. L'histoire avait déjà éclaté, les lettres, les cassettes, la menace. Mais c'était différent, c'était un visage à la guerre. Je n'ai pas honte, et je dis dans le microphone. Je n'ai pas peur, et je ne serai pas silencieuse. J'étais rejetée parce que j'étais vieille, parce que j'étais incommode, parce que je savais trop. Mais soyons clairs, je ne suis pas celle dont ils devraient avoir peur. Je suis celle qu'ils auraient dû écouter. Les flashs ont crépité, les reporters ont appelé mon nom. Dans la foule, j'ai vu Nicole. Elle ne souriait pas. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé la porte de mon appartement entr'ouverte. Aucun signe d'effraction, pas de désordre, juste légèrement ouverte. Et à l'intérieur, sur la table de la cuisine, un seul objet. Une des cassettes, brisée en morceaux. La cassette brisée était posée sur la table comme un cadavre à un enterrement. Boîtier fracassé. Ruban magnétique se déversant en boucle noire lâche. Un message silencieux. Nous pouvons vous atteindre. Nous savons où vous vivez. Et nous n'avons pas fini. J'ai pas crié, j'ai pas paniqué, je me suis simplement assise en face, le son de mon cœur plus fort que la circulation dehors. Quiconque avait fait cela n'avait rien pris. Ils avaient pas touché aux autres cassettes, aux lettres ou au coffre-fort. Ils avaient même pas verrouillé la porte derrière eux. Non, c'était pas un vol. C'était une performance, un avertissement murmuré à travers du plastique fissuré. Mes doigts ont effleuré les fragments, rassemblant doucement comme des pétales brisés. Cette cassette étiquetée « Visite Julien » était celle que je n'avais pas encore écoutée. Et maintenant, je ne le ferai jamais. Il me l'avait prise, avait pris ses mots, peut être ses excuses, sa manipulation, sa trahison. Je saurais jamais ce qu'il lui avait dit. Et c'était peut être le but. Il voulait effacer non seulement les preuves, mais l'histoire entre nous. J'ai pris mon téléphone et appelé Claire. Elle a répondu instantanément. J'ai vu les images. La conférence de presse était incroyable. Ils sont entrés par effraction. Et je dis platement, ils ont détruit une des cassettes. Une longue pause. Avez-vous toujours les autres? Oui. Alors nous redoublons d'efforts? Le lendemain matin, Claire a publié un second exposé. Cette fois, pas sur la politique ou le milieu universitaire, mais sur la coercition, l'intimidation et la façon dont le pouvoir se déplace comme une ombre à travers les quartiers tranquilles français. Mon nom était partout maintenant. Colette Marchand, la grand-mère qui ne s'inclinerait pas. J'ai commencé à recevoir des lettres, des fleurs, des notes anonymes de femmes mères, nounou, enseignantes ski, avaient été mises de côté, à qui on avait dit de se taire, dit qu'elles étaient trop vieilles ou trop douces pour compter. Elles me remerciaient.
Une carte disait simplement vous m'avez rappelé que j'ai encore des dents, mais toute l'attention n'était pas bienveillante. Une pierre a brisé la vitrine de Fleur de Colette 3 jours plus tard. Pas de notes cette fois, juste du verre et de la peur. La police est venue, a pris des déclarations, les voisins regardaient depuis leurs fenêtres mais ne sortaient pas. Lyon écoutait mais Lyon avait aussi peur. Julien est passé après l'incident, seul cette fois. Pas de Nicole. Ses mains étaient enfouies dans les poches de son manteau. Il n'a pas demandé à Entrerille, s'est juste tenu sur le pas de la porte. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement en regardant la fenêtre brisée. À propos de la cassette, à propos de ce que j'ai dit, j'étais en colère ce jour-là. Mais je ne savais pas qu'elle l'avait gardée. Je me fiche de ce que tu as dit, Julien, ai-je répondu. Ce qui m'importe, c'est que tu as essayé de m'effacer. Sa tête s'est baissée. Léa pose des questions, sur les menaces, sur les nouvelles. Je ne sais pas quoi lui dire. Tu lui dis la vérité, ai-je dit, que sa grand-mère en a fini d'être silencieuse. Sa voix s'est brisée. Est-ce que tu me détestes? Je l'ai regardé cet homme que j'avais élevé avec des berceuses et de la soupe et des cadeaux d'anniversaire rassemblés avec difficulté. Non, ai-je dit. Mais je ne te fais pas confiance. Il est parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai rouvert la boutique, remplacé la vitre, allumé des bougies dans tous les coins. S'ils voulaient me faire peur, ils auraient besoin de plus que du verre. J'ai disposé 3 cassettes sur le comptoir, un vase de violettes fraîches à côté. Qu'ils viennent. Alors que je fermais les volets pour la nuit, une petite enveloppe a glissé sous la porte. Pas de message. Juste une clé USB. Je l'ai insérée dans mon ordinateur portable avec des mains tremblantes. Et elle était là, Nicole, à l'écran, assise dans un café, parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Elle n'a aucune idée de ce qu'il y a vraiment dans ces cassettes. Si elle écoute la dernière, nous sommes finis, tous. La vidéo passait comme une scène d'un drame judiciaire granuleuse, sont juste assez claires pour comprendre, mais pas moins glaçants. Nicole était assise sous un auvent rouge au café Bellecour, ses mouvements vifs et précis, comme une femme habituée à contrôler chaque pièce qu'elle entrait. Sa voix était étouffée, mais le microphone qui que ce soit qui l'ait placé avait fait son travail. Nous devons prendre les devants, chuchota-t-elle. Si Colette passe cette dernière cassette, l'histoire ne se terminera pas seulement avec mes parents. C'est plus profond. Julien aussi, si cela fuit tout s'écroule. Ma main s'est resserrée sur le bord du comptoir. Derrière elle, flou par le zoom tremblant de la caméra, était assis un homme. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais la forme de sa silhouette, l'inclinaison de sa tête, c'était Julien. Il n'interrompait pas, il ne contestait pas, il écoutait juste. Nicole a continué. Elle pense qu'elle se bat juste pour la justice. Mais ce qu'elle comprend pas, c'est qu'elle tient une bombe. Si cette cassette devient publique, la fondation retire son financement. Mon père perd sa pension, ton emploi disparaît, et notre fille devient la fille dont la famille a brûlé la réputation de Lyon. J'ai mis la vidéo en pause, mon cœur ne battait pas la chamade, il était immobile, froid. Alors c'était ça, c'était jamais seulement à propos de mon argent, ou de la boutique, ou même de l'héritage. Il s'agissait de contrôle du visage de la ville, de leurs héritages, de moi. Et quelque part, enfoui à l'intérieur de ces cassettes restantes, se trouvait la vérité qu'il craignait le plus. J'ai ouvert le coffre-fort. Il restait 2 cassettes, pot de vin Moreau et finale, ne pas détruire. J'ai choisi la dernière. Je l'ai glissée dans le lecteur de cassettes que Claire m'avait prêté. Elle a cliqué, tourné, puis rempli la boutique avec la voix de Madame Blanchet. Si vous écoutez ceci, Colette, cela signifie que vous avez trouvé les autres. Vous avez probablement vu à quel point la pourriture est profonde. Mais ceci, cette cassettaine, est pas seulement à propos des Moreau ou de votre fils. C'est à propos de vous, de ce qu'ils vous ont fait. Elle a fait une pause. En 2005, Julien m'a approché discrètement. Il avait des problèmes financiers. Sa start-up s'était effondrée. La famille de Nicole les avait renfloués, mais il avait besoin de plus. Il m'a offert le silence en échange de mon patrimoine. Il a dit que vous étiez fatigué, que vous ne sauriez pas ce qui vous manquait. J'ai refusé. Il est parti en colère. J'ai fermé les yeux. Le son de sa voix, si douce, si précise, me déchirait comme du verre. Mais c'était pas le pire.
Des mois plus tard, il est revenu avec Nicole, elle a souri pendant toute la réunion, elle a dit qu'elle pouvait me faciliter la vie, mais seulement si je vous faisais disparaître. Un silence. Ils ont proposé de vous placer dans un établissement, hors de la ville, pas d'adresse de transfert, pas de visiteur, pas de dossier. J'ai refusé à nouveau. Et après cela, je savais qu'il viendrait pour moi d'une façon ou d'une autre. C'est à ce moment que j'ai commencé à tout enregistrer. La cassette s'est arrêtée. Je suis restée assise dans l'obscurité, le bourdonnement de la machine résonnant encore dans mes oreilles. Ils avaient prévu de m'effacer, pas avec violence mais avec commodité, avec des paperasses, avec de la distance, avec le silence. Si madame n'avait pas été forte, n'avait pas cru en ma valeur, j'aurais disparu tranquillement dans un centre de soins au mur blanc, mon nom prononcé seulement quand on parlait d'argent. J'ai regardé à nouveau la clé USB. Il y avait un second fichier que je n'avais pas ouvert. Celui-ci était plus court. J'ai cliqué sur lecture. C'était la voix de Julien. Si elle trouve cette dernière cassette, nous enterrons son histoire. Légalement, socialement, peu importe. Personne ne la croira. Elle n'est qu'une vieille femme avec des fleurs. Ma main planait au-dessus du bouton d'alimentation, mais je ne l'ai pas appuyé. J'ai pris le téléphone à la place. Il était temps de lui montrer à quel point une grand-mère avec des fleurs peut être dangereuse. Le matin, après avoir entendu la voix de Julienza, voix planifiant de m'enterrer, j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis des mois. Je me suis habillée avec soin. Un chemisier crème repassé, une longue jupe bleu marine, des bottes en cuir souple. J'ai attaché mes cheveux et ajouté une simple broche-celle de Madame Blanchet, un petit camélia d'or. Je ne voulais pas avoir l'air d'une victime, je voulais avoir l'air d'un témoin, quelqu'un qui avait tout vu et se souvenait de tout. Puis j'ai pris le téléphone et appelé Claire. C'est l'heure, ai-je dit. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle a simplement répondu « Je vous retrouve au palais de justice, dans 1 heure ». J'ai emballé la dernière cassette et la clé USB dans une simple chemise Manila, les glissé dans mon sac et pris le métro. Les gens me regardaient. La vieille dame avec le sac de course. La grand-mère dans les gros titres. Je les ai laissés regarder, j'entrais dans l'endroit qui autrefois ignorait les gens comme moi. Qui autrefois laissait des familles puissantes plier la loi comme du fil. Mais cette fois, je ne demandais pas la permission, je délivrais un avertissement. À l'intérieur du palais de justice, Claire se tenait avec 2 avocates jeunes, au regard vif, en costume élégant. Nous avons déjà parlé avec un procureur, dit Claire. Si les preuves tiennent, cela mènera à une enquête complète sur la corruption. Elles tiendront, ai-je dit doucement. Elles ont toujours tenu. Ils ont soumis le dossier. Des mains officielles ont pris des mesures officielles. Mais alors que je signais mon nom sur la dernière page de l'attestation de témoin, je n'ai ressenti aucun triomphe que j'attendais. Je me sentais juste fatiguée de me battre pour prouver que j'existais. Ce soir-là, j'ai rouvert Fleurs de Colette. Pas parce que j'avais besoin d'argent, parce que les fleurs avaient besoin de moi. Les violettes s'affaissaient sans taille. Les roses avaient soif. La boutique était mon cœur maintenant, mon bouclier, mon sanctuaire. Vers 6 heures, la cloche au-dessus de la porte a sonné, et Nicole est entrée, pas en talons, pas en armure, juste un manteau de laine et des chaussures plates. Son visage était pâle, ses yeux lourds. « Je suppose que vous avez vu la cassette, dit-elle, sans préambule. Oui, ai-je dit, arrangeant des tulipes. Elle a marché lentement dans la boutique, son regard flottant sur les pétales, les bougies, les photos de femmes que j'avais commencé à accrocher à portraits de mère et de grand-mère. Beaucoup d'entre elles des clientes, toutes réelles, chacune avec un nom, une histoire. Vous avez gagné, dit-elle finalement. Non, ai-je répondu, vous avez juste finalement perdu. Elle s'est tournée vers moi, cette vieille flamme vacillant dans ses yeux. Vous pensez que quelqu'un s'en souviendra l'année prochaine? Ces histoires vont et viennent. Dans 2 mois, il y aura un scandale à Paris, les gens vous oublieront. J'ai souri doucement, peut être, mais Léa n'oubliera pas. Nicole s'est raidie. Elle se souviendra que sa grand-mère s'est levée, ai-je continué, quand d'autres sont restés assis, quand même son propre père est resté silencieux. Elle se souviendra de moi, non pas parce que j'ai crié, mais parce que j'ai refusé de disparaître. La voix de Nicole est descendue à un murmure. Vous avez tout détruit. Non, ai-je dit. C'est vous qui l'avez fait, j'ai juste arrêté de cacher les décombres. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis s'est retournée et est partie sans un mot de plus.
Cette nuit-là, j'ai reçu un appel du palais de justice. L'enquête avait commencé et j'étais leur premier témoin officiel. Mais avant que je puisse raccrocher, la femme au bout du fil a ajouté quelque chose d'étrange. Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé à témoigner. Une femme. Elle a dit qu'elle connaissait aussi Madame Blanchet et qu'elle a ses propres enregistrements. J'ai froncé les sourcils. Qui est-elle? La réponse m'a glacé le sang. Elle a dit que son nom est Sabine Moreau, la sœur éloignée de Nicole. Et soudain, j'ai réalisé, la guerre familiale n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Sabine Moreau. Le nom résonnait dans mon esprit longtemps, après avoir terminé l'appel. Je ne me souvenais d'elle que vaguement une présence silencieuse en arrière-plan des dîners familiaux suffisants de Nicole. Alors que Nicole commandait chaque conversation, Sabine planait comme un fantôme poli, pâle, sérieuse, toujours observant. Le genre de femme que les gens sous-estimaient parce qu'elle n'élevait jamais la voix, et maintenant elle faisait un pas en avant. Le lendemain matin, j'ai reçu une convocation formelle pour assister à une session préliminaire au palais de justice. Sabine allait présenter ses preuves. Claire a appelé pour confirmer. Elle dit qu'elle est prête, dit-elle. Mais elle a demandé que vous soyez là. Pour moi, ai-je demandé, surprise. Elle a dit que vous étiez la seule personne qui l'ait jamais regardée dans les yeux lors de ses réunions de famille. Et la seule qui se soit jamais moquée d'elle quand elle disait qu'elle voulait être avocate. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à cela. Drôle comment la gentillesse dont vous vous souvenez à peine avoir offerte peut devenir l'encre de quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, je suis entrée dans le palais de justice, non pas comme une victime, non pas comme un témoin, mais comme un témoin des témoins, ceux qui n'avaient jamais été entendus. Sabine se tenait à l'avant de la salle d'audience, agrippant un dossier qui semblait trop grand pour ses mains délicates. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son blazer net mais clairement emprunté. Elle ne portait pas le pouvoir comme Nicole. Elle ne le transformait pas en arme. Elle portait la vérité à la place. Elle m'a regardé en s'avançant. Juste une fois, mais c'était suffisant. Je suis Sabine Moreau, dit-elle au magistrat, et j'ai des preuves audio de subventions falsifiées, d'abus d'autorité au sein du comité d'examen académique, et un enregistrement dans lequel mon père admet avoir truqué un panel pour le professorat de Nicole. Des hoquets ont parcouru la salle. Elle a continué, stable maintenant. Ces enregistrements ont été faits à leur insu, durant des années de réunions familiales privées. Je les ai gardés parce que je savais qu'un jour, le mensonge pourrirait de l'intérieur. Et maintenant, c'est fait. Elle a regardé vers moi à nouveau. Je ne fais pas cela pour les blesser. Je fais cela à cause de Colette Marchand, parce que quand la vérité était trop lourde pour nous tous, elle l'a soulevée et a marché droit dans la lumière. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, pas de fierté mais de reconnaissance. J'avais été vue. Après l'audience, nous nous sommes tenus dans le couloir de marbre, le silence entre nous. Puis Sabine a murmuré, il me détestait pour être parti. Disait que j'étais faible. C'est pourquoi Nicole m'a exclue. Tu n'étais pas faible, ai-je dit. Tu étais en avance. Elle a souri tristement. J'ai un dernier enregistrement, a-t-elle ajouté, tendant une clé USB. Pas pour le tribunal. Pour vous. Je l'ai prise doucement. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Votre nom. Celui de votre fils. Une conversation entre mon père et Nicole juste avant la mort de Madame Blanchet. J'ai serré la clé USB comme si elle pouvait disparaître. De retour chez moi, j'ai fermé la boutique tôt, le soleil était déjà couché, les réverbères s'allumant. Je me suis assise avec l'ordinateur portable sur mes genoux, la clé USB luisant faiblement comme un secret. J'ai cliqué sur le fichier. Les voix sont arrivées granuleuses mais reconnaissables. Nicole, elle est vieille, elle ne saura pas. Nous obtenons la signature, nous la déplaçons discrètement. Pierre Moreau, le fils pliera. Il plie toujours. Nicole? Et si Colette résiste? Pierre rit. Qui va croire une vieille gouvernante avec des fleurs? Silence. Puis une dernière ligne que je n'oublierai jamais. Nicole, alors qu'elle pourrisse, elle est déjà à moitié partie. Le lendemain matin, la une de Le Monde portait mon visage. Qu'elle pourrisse, les cassettes qui ont secoué l'élite lyonnaise, mais juste en dessous, un titre plus petit, dernière minute. Les affaires internes ouvrent une enquête criminelle complète contre la famille Moreau. Colette Marchand, nommée principale plaignante civile. Le téléphone de la boutique sonnait sans cesse, des supporters, des journalistes, de vieux amis.
Mais je les ai tous ignorés, parce que dehors, un taxi s'est arrêté, et Julien en est descendu, seul. Ses yeux ont trouvé les miens. Et cette fois, ils ne contenaient pas de peur. Ils contenaient quelque chose de pire, le regret. Il l'a pas frappé tout de suite. Il se tenait devant Fleur de Colette comme un garçon qui avait perdu sa mère dans une foule, incertain s'il était sûr de prononcer son nom. Le vent jouait avec l'ourlet de son manteau, tandis qu'il fixait le panneau ouvert, fissuré, qui se balançait légèrement derrière la vitre. Puis il a pris une respiration, a fait un pas en avant et a poussé la porte. La cloche a sonné doucement, comme toujours, mais le silence qui a suivi était plus lourd que jamais. Je ne me suis pas retournée. J'arrangeais des dahlias dans un vase bleu pâle, des rouges pleins et provoquants. Il convenait à aujourd'hui. La voix de Julien, quand elle est finalement venue, était rauque. J'ai vu les journaux. Je n'ai pas répondu. Il s'est approché. Tu avais raison. Surtout. J'ai placé un dahlia. Pas surtout, je ne pensais pas que tu reviendrais. Il a expiré brusquement. Un son entre un rire et un sanglot. Moi non plus. Je me suis tournée pour lui faire face. Il semblait plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Le poids de la honte ne vous tire pas seulement vers le bas, il vous vieillit. J'ai entendu la cassette, dit-il doucement. Sabine m'en a envoyé une copie. Et je ne savais pas qu'elle avait dit ces choses. À propos de toi, de t'envoyer loin. Tu n'avais pas besoin de l'entendre le dire, Julien, ai-je répondu. Tu vivais dans le silence où cela pouvait arriver. Il a tressailli. Bien. Je ne t'ai pas protégé, dit-il. Je pensais que je protégeais ma famille. J'étais ta famille, ai-je murmuré. Et tu m'as échangé contre un statut. Il s'est approché, les yeux humides maintenant. Je ne suis pas venu demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je suis venu demander s'il reste quelque chose. Une partie de toi, qui se souvient encore du garçon que j'étais, le fils qui t'aimait. Cela m'a arrêté, parce que je me souvenais de lui, le garçon qui s'endormait sur mes genoux en hiver, qui pleurait quand je partais pour des services de nuit, qui, une fois à 8 ans, avait essayé de vendre ses cartes Pokémon pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Je me souviens de lui, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Mais je ne sais pas où il est allé. Il a baissé la tête. Moi non plus. J'ai tendu la main dans le tiroir, sous le comptoir, et sorti une photographie. C'était la seule que je n'avais pas brûlée. Julien, 12 ans, debout à côté de moi, à une fête d'été. De la glace sur son menton, mon bras autour de lui, une joie pure sur nos deux visages. Je la lui ai tendue. Je ne te donne pas le passé, ai-je dit, mais être, peu, être que tu peux encore choisir ton avenir. Il a tenu la photo comme si elle pouvait se briser dans ses mains. Et Léa, a-t-il demandé, levant les yeux, elle pose des questions sur toi, sur tout ça. Elle mérite la vérité, ai-je dit, pas la version polie, toute l'histoire. Fais-lui savoir que la force vient parfois dans le silence. Mais la justice vient quand le silence prend fin. Julien a hoché la tête, lentement. Le silence entre nous ne guérissait pas ce mai, il se déposait comme de la poussière dans une maison longtemps abandonnée, enfin dérangée. Alors qu'il atteignait la porte, il s'est retourné. Si jamais tu as besoin de quelque chose, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, ai-je répondu doucement, mais merci. Cette nuit-là, alors que je balayais la boutique, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais vous connaissiez ma mère Margot Blanchet. Elle m'a laissé quelque chose pour vous, une lettre, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a encore un chapitre à votre histoire. J'ai regardé le message. Margot avait une fille. Elle avait jamais parlé de famille, jamais mentionné d'enfant. Mais si c'était vrai, alors être que Madame Blanchet avait gardé un dernier secret. Et maintenant, il était temps de le découvrir. Le lendemain matin, j'ai pris un train pour Annecy. La ville était exactement comme je m'en souvenais sereine, nichée entre les montagnes et le lac. L'air rempli de quelque chose de doux et propre. Un endroit qui cachait bien ses ombres. C'est ici que j'avais servi Madame Blanchet pendant près d'une décennie. C'est ici que j'avais d'abord goûté à la solitude d'être utile mais invisible. Maintenant, j'étais revenue non pas comme sa gouvernante, mais comme son héritière choisie, et être
si le message était vrai, pour rencontrer sa fille. Margot Blanchet n'avait jamais mentionné un enfant de toutes ces années. Pas pendant le thé, pas lors de ces soirées tranquilles au coin de la cheminée quand nous parlions de livres, de chagrin ou de la guerre. Son silence, je me suis rendu compte, avait toujours protégé quelque chose. Ou quelqu'un. Je suis descendue du train et trouvé une femme qui attendait juste devant la gare, milieu de la trentaine. Yeux vifs, sourire doux, elle ne portait pas de maquillage, son manteau était froissé. Elle tenait une lettre dans ses deux mains, comme si elle avait un poids bien au-delà de son papier. « Vous êtes Colette ?» dit-elle. « Pas une question. » J'ai hoché la tête. « Vous êtes la fille de Margot. »« Lucie, dit-elle. » Je ne savais pas à propos de vous jusqu'au mois dernier, je nettoyais le grenier et j'ai trouvé ceci. Elle a tendu l'enveloppe. Mon nom était écrit en écriture délicate. Je l'ai prise avec des doigts tremblants. Puis-je la lire ici ? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête et nous nous sommes assises sur un banc face au lac où les signes glissaient silencieusement sur la surface. J'ai ouvert la lettre. Colette. Si vous lisez ceci, alors j'ai quitté ce monde et vous êtes resté comme je l'ai toujours espéré. Il y a des choses que je ne vous ai jamais dites, des choses que j'aurais dû dire. Vous m'avez donné de la compagnie quand ma propre famille m'a abandonnée. Vous m'avez donné de la dignité dans mes dernières années et vous m'avez rappelé que l'amour n'est pas dû, il se gagne. Lucie est ma fille. Je l'ai abandonnée quand j'avais 20 ans. C'est le plus grand regret de ma vie. Nous nous sommes retrouvés trop tard. Mais quand je lui ai parlé de vous, elle a écouté. Elle a compris. Vous êtes plus que mon héritière, Colette. Vous êtes ma sœur, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisie en retour. Racontez votre histoire et ne laissez plus jamais les femmes comme nous être réduites au silence. Toujours vôtre, Margot. Des larmes ont coulé sur mes joues alors que je pliais la lettre. Lucie a placé une main douce sur mon bras. Elle vous aimait. Je l'ai vue dans la façon dont elle écrivait votre nom. Chaque page, chaque phrase. Elle m'a sauvée, ai-je murmuré, de toutes les façons qu'une personne peut être sauvée. Nous avons marché ensemble un moment, deux femmes liées par le chagrin, par l'héritage, par les profondes cicatrices de femmes qui avaient survécu en se soutenant mutuellement. De retour à Lyon, Fleur de Colette a rouvert avec une nouvelle vitrine. Des photos en noir et blanc de grand-mère, de mère, de soignantes chacune encadrées de fleurs sauvages. Au centre, un panneau en écriture cursive douce. Nous n'avons jamais été juste l'arrière-plan, nous étions les racines. Les médias étaient passés à autre chose, les moraux étaient tombés, les enquêtes continuaient, mais je ne les suivais pas de près. Julien passait 2 fois par semaine maintenant, pour balayer, pour faire des livraisons. Il ne demandait plus pardon, il se présentait, s'implémentait, je le laissais faire. Et Léa, elle passait chaque samedi avec moi. Elle arrangeait des pivoines, faisait des étiquettes peintes à la main, et une fois a murmuré je veux être comme toi quand je serai grande ». Je me suis penchée et embrassé son front. « Alors tu seras imparable ». Les cassettes sont restées sous clé. J'ai jamais eu besoin de sortir la dernière. Parce que la vérité avait déjà fait son travail. Le jour où j'ai eu 71 ans, j'ai trouvé un paquet à ma porte. À l'intérieur, une seule broche de camélia, une lettre de Lucie et une note écrite en écriture délicate. Votre histoire est devenue la mienne, et la mienne est devenue la vôtre. Nous fleurissons dans des endroits inattendus. Avec amour, Margot, et j'ai finalement su, je n'avais pas seulement gagné une guerre, j'avais planté un jardin dans ses cendres. Fin